a tenu ses promesses avec un joli sprint à 3 à l'arrivée et c'est Victor Campenaerts qui s'impose, le Belge. Beaucoup d'émotions pour lui à l'arrivée. Regardez ce sprint qui s'est joué assez facilement quand même pour lui, 2-3 vélos d'avance. Campenaerts prive le Français Matteo Verchet de sa première victoire chez les pros. Belle performance quand même de Verchet avec cette deuxième place. Kwiatkowski prend la troisième place chez les favoris. Pas vraiment de fait majeur sur cette étape. Tadej Pogačar conserve son maillot jaune avant la grande bataille demain d'Isola 2000. Et pour évoquer cette étape, on sera dans un instant avec Claire Bricogne sur place à Barcelonnette. Mais avant cela, on accueille notre spécialiste vélo sur la chaîne L'Équipe. Alors, on n'attend pas Patrick? C'est Patrick Chassé. Qu'est-ce que j'aime, bon. c'est la Bonjour messieurs. C'est la meilleure entrée. Ouais, mais t'es nouveau, toi, t'as pas l'habitude. Tu vas t'y faire. Patrick, on le disait, cette étape, on en attendait beaucoup. Et Grégoire nous disait, pas de fait majeur au fil de la journée. Ah bah dites non, mais enfin on s'y attend. On n'a pas eu beaucoup d'échappées de baroudeurs qui allaient jusqu'au bout. C'est un peu, je dirais, habituel en troisième semaine de course. Là, on avait vraiment, hier, ça a été le cas déjà, avec la victoire de Richard Carapace. Aujourd'hui, c'était encore, je dirais, encore mieux taillé pour les baroudeurs, pour une échappée de loin, encore que l'étape d'hier. Alors, il y avait dans cette échappée et juste derrière le vainqueur Victor Campenaerts, Matteo Verchet et Claire Bricogne. Claire Bricogne est en direct de Barcelonnette. Justement, vous l'avez vu à l'arrivée, vous étiez au plus près de l'ambiance. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce Français qui n'était pas loin d'offrir une 5e victoire sur le Tour? Il faut réaliser quand même qu'il a 23 ans, qu'il vient certainement de vivre aujourd'hui la plus grande journée sur le vélo de toute sa vie professionnelle, Matteo Verchet. Quand il a passé la ligne, il s'est posé sur son vélo, il s'est effondré littéralement en larmes. Il a répondu à des interviews après. Et puis vous savez, il y a toujours un deuxième temps où les coureurs reviennent au bus et ensuite soit répondent aux interviews, soit montent. Et là, c'est vraiment une bulle. Lui, il est passé à côté de nous, on attendait en bas du bus. Il est passé à côté de nous, il est monté directement dans le bus. Et ça a passé un petit peu quelques secondes, etc. Et puis Jean-René Bernaudot est redescendu, il a dit il est encore en train de pleurer, en fait il est inconsolable, il ne s'en remet pas, c'est vraiment difficile pour lui, il ne réalise pas ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire venir signer un magnifique résultat. Pour l'instant, tout ce qu'il voit c'est qu'il n'a pas gagné, il n'a pas eu cette étape finalement, et, il a même jeté ses gants de rage, c'est encore Jean-René Bernaudot qui nous a raconté ça, mais voilà, c'était assez impressionnant. Ensuite il est redescendu, il a pris le temps de nous parler très longuement, Matteo Verchet. J'ai plein de trucs à vous raconter si vous voulez, sur Matteo Verchet, notamment sur quel type de coureur il est. Jean-René Bernaudot lui défendait surtout en fait le fait qu'il savait se faire mal. Ça a l'air d'être une très grosse qualité du côté du coureur français. Et Bernaudot, encore une fois son manager, s'il faut le préciser, a même comparé le coureur français à un certain Thomas Voeckler. Alors Claire, on vous garde avec nous puisque vous avez un maximum d'informations sur Matteo Verchet. Avant de parler du vainqueur de cette étape, parlons de ce Français qui a brillé, Patrick. Découverte peut-être pour les non-amateurs très pointus. Ah oui, non, mais découverte pour beaucoup de gens, pour une majorité de gens, ça c'est une certitude. Si vous étiez au tout début de l'étape, vous l'avez peut-être découvert, on a cette image, il prend le départ, dans le fictif, et badaboum, il y a des barrières à gauche, il va faire un tour dans ces barrières. Il se fait pas mal. Non, mais il fait pas faire mal. Ça va passer bien à se réveiller. Voilà, c'est ça. Bon, bah ok, ça commence bien. Du coup, on a retardé un tout petit peu le départ. C'est la tradition. Quand il y a un incident dans le fictif, on attend. On n'est pas quand même des chiens. Donc voilà, et hop, départ donné. Voilà. Échappé d'une quarantaine de coureurs, il est dedans. Ils sont nombreux d'ailleurs de l'équipe Total Energy. Et quand même, il se retrouve dans le final avec 2 énormes cadors. Mais il essaye en plus, il place une attaque à quelques 500 mètres de l'arrivée. Toi, tu veux me spoiler mon truc. Il attend un peu avec les 2 autres, il ne peut pas essayer de les tirer un peu plus au bout. Déjà, juste quand même, il faut imaginer, Claire l'a dit, c'est son premier tour, il se retrouve avec Kwiatkowski, le Polonais Kwiatkowski, qui est quand même un ancien champion du monde, qui a gagné Milan-San Remo, qui a gagné 2 fois l'Amstel, qui a gagné étape sur le Tour, etc. Donc, c'est du lourd. Et Campenaerts, ancien recordman de l'heure, qui passait pas pour le coureur le plus finot. Ce que tu dis souligne qu'aujourd'hui, il l'a bien été. Gagné des belles victoires lui aussi, des chronos surtout, et sur le Giro notamment. Donc voilà, et là, il est zéro complexe. C'est incroyable. Moi. Il y avait Steve Kras, le Belge, qui jouait plutôt sur le classement général, qui est également dans cette échappée pour l'équipe Total Energy. Et lui, on lui dit, non, mais vas-y. Ils étaient déjà échappés dans le Cantal. Et puis, il avait été échappé lors de la première étape du Giro. C'était en Italie, direction Rimini. Et on avait un peu rigolé. Ses adversaires l'avaient peut-être même chambré. Enfin, moi, ça ne m'avait pas fait rire parce que c'est quand même dur. Il arrive à trouver la bonne échappée. Il est le premier largué.
c'est un peu nul, quoi. C'est son premier tour, c'était certainement pas ce qu'il voulait. Mais c'est le mec, voilà, on va pas le juger là-dessus. Lui, il voulait pas qu'on le juge là-dessus, il a remis ça une fois. La deuxième fois, il fait deuxième, je trouve que c'est magnifique. Question de novice, tu crois que cette chute-là, elle a pu déranger quelque part inconsciemment ou... Non, je ne sais plus qui a dit autour de cette table, ça l'a réveillé, mais c'est peut-être ça aussi qui peut se produire. Hein. Parfois, voilà, il y a un coup d'adrénaline qui se passe. J'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais visiblement, il ne s'est pas du tout fait mal, et c'était dans le fictif. Non, il devait être surtout furieux contre lui-même, parce que tomber dans le fictif, on est à la limite de la faute professionnelle, quoi. Enfin, je plaisante, hein, bien sûr. Non, mais bon. Claire Bricogne, vous êtes en direct de Barcelone. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le cas Matteo Verchet? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'était en train de dire Patrick et notamment ce début de Tour de France. Il faut savoir que Matteo Verchet, quand il a ce coup de mou, justement une espèce d'insolation, il rentre le soir, il a vraiment beaucoup souffert et on nous raconte dans l'entourage de l'équipe qu'il appelle ses parents et qu'il dit « il faut venir me voir vite là parce que moralement je vais pas tenir, c'est compliqué, etc. » Je reprends pas tout à fait ces mots mais vous avez l'idée. Et là il vient quasiment presque de gagner. Alors bien sûr c'est pas la victoire mais il est pas loin de gagner cette victoire. Ça dit aussi beaucoup du mental, c'est le premier tour. Il a réussi à se remotiver derrière, etc. Et d'ailleurs, on a réussi à parler à pas mal de gens qui sont dans l'entourage de cette équipe Total Energy, dont Romain Sicard, qui est le directeur sportif, qui était juste derrière l'échappée aujourd'hui, qui a essayé de l'encourager au maximum et qui, lui, en termes de qualité, n'en retenait qu'une du côté de Matteo Verchet. C'est un garçon visiblement très intelligent et c'est pour ça aussi qu'il a réussi finalement à se hisser dans le bon coup, j'ai envie de dire le dernier bon coup du jour. Matteo Verchet, extrêmement déçu, on l'écoute. Ah, ça va arriver dans un tout petit instant. Matteo Verchet, voilà, qui était très déçu. Cette fois, on l'écoute. Je manque de confiance en moi et voilà, il faut que je m'en serve d'expérience pour la suite et me dire que j'en suis capable, quoi. Mais voilà, c'est quand on franchit la ligne deuxième et qu'on voit l'autre lever les bras devant soi, ça fait chier, voilà. Donc il y a le coup de la pression qui redescend. Et voilà, ce soir, demain, quand je vais réaliser ce qui s'est passé, je vais être content. Mais bon, voilà, c'est sûr qu'une deuxième place, c'est pas une première place sur le tour. Et là, en fait, ça va mieux, mais quelques minutes avant, il était inconsolable, Claire l'a dit. Il y a des images, effectivement, derrière la ligne d'arrivée. Il est inconsolable, il pleure, il s'écroule. Pourquoi? Parce que dans une étape de montagne, ça peut se jouer à très peu, ça peut se jouer à la pédale, comme on dit dans le vélo. C'est-à-dire, bon, on se fait larguer, il y a plus fort que soi, on arrive au sommet, dans une étape de montagne, voilà. Là, ça se joue à rien du tout. C'est effectivement hyper tactique, ils sont tous les trois. Lui, on le connaît pas trop. On sait que Kwiatkowski a une bonne pointe de vitesse. Alors, apparemment, on n'a pas l'image des larmes. Des larmes. Bon, juste avant l'arrivée, vous allez voir juste derrière cette attaque qu'il a menée, Verchet. Voilà, là, c'est quand même. C'est son premier tour, faut le rappeler. Et juste avant, on a eu ce sprint. Là, on a 800 mètres. Il attaque. Mais pourquoi il attaque? Mais pourquoi il attaque à 800 mètres? Pourquoi il n'attaque pas au kilomètre 200? Il attaque à 800 mètres, une attaque un petit peu, surtout pour espérer que ses deux adversaires se neutralisent. Et finalement, Campenaerts, qui était peut-être le moins rapide sur le papier des trois, va en profiter. Pourquoi? Parce que vous avez vu, c'est Kwiatkowski qui finalement a fait l'effort derrière pour revenir sur lui. Finalement, Verchet en attaquant, quelque part, il fait gagner Campenaerts. Parce qu'il oblige Kwiatko à faire l'effort. Les deux vont le payer ensuite. Lui, son attaque, Kwiatko, sa poursuite. Et Campenaerts en profite. Et Campenaerts, dire que ce type passait pour un mec extrêmement fort, mais pas très malin, là, il a eu des nerfs d'acier. C'est exactement... Et on lui pardonne évidemment ce qui a manqué au jeune Matteo Verchet. Justement, Claire Bricogne, vous êtes, on l'a dit, à Barcelonnette à l'arrivée. Vous vouliez nous dépeindre, nous brosser un petit peu le portrait de ce Victor Campenaerts. Oui, je peux aussi vous dire qu'il a été très ému, Victor Campenaerts, dans la zone d'interview. Il a parlé de sa fille qu'il a eue en visio juste après l'étape qui vient de naître en fait. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient assez fortes dans ces moments-là. Et puis Victor Campenaerts, on le connaît parce que déjà c'est un spécialiste de contre-la-montre, ça on l'a suivi plusieurs fois sur la chaîne notamment. Aussi parce qu'il a détenu le record de l'heure pendant plusieurs années, ça c'est sur la piste. Donc vraiment un gros rouleur, quelqu'un qui est très très fort de ce côté-là. Il a fait le Giro à plusieurs reprises avant de se basculer vers le Tour de France. C'est aussi ça qui est intéressant. Il fait le Giro jusqu'en 2021, il gagne une étape et puis juste après il se met à faire le Tour de France. Son premier tour, c'était seulement en 2021, à 29 ans. Il faut aussi se rendre compte de ça du côté de Victor Campenaerts. Et d'ailleurs, du côté du Giro, on a mis une petite image de côté, je voulais vous la remontrer absolument. Du côté de cette dédicace, c'est 2017, ça c'est une histoire qui nous avait beaucoup marqué. Il avait fait un contre-la-montre et puis il avait ouvert son maillot en fait et il avait écrit dessus veux-tu sortir avec
avec moi. Alors je ne sais plus quel était le prénom qui était ça, mais ça avait marqué aussi. Voilà, c'est les petites histoires autour du coureur qu'on pouvait vous raconter. Et dernière petite histoire, parce qu'après je vais vous laisser évidemment tranquille, mais il y a Arnaud Delis, vous savez, le champion de Belgique, qui est dans cette formation, qui est un coureur en devenir, peut-être l'un des plus grands champions du côté de la Belgique qu'on attend en tout cas. Et quand Arnaud Delis est passé professionnel dans les rangs de cette équipe Lotto, eh bien il l'a pris sous son aile. Victor Campenaerts, il est allé avec lui faire les Flandriennes, il s'est beaucoup occupé de lui également, ils ont beaucoup discuté et ça aussi ça veut dire beaucoup je pense du vainqueur de l'étape du jour. Claire, Eric Rabessandratana a une question pour vous. Ouais, non, juste par le comportement justement dans ce dernier kilomètre, est-ce que c'est parce que s'il a craqué comme ça émotionnellement et qu'il a pleuré après la course, c'est certainement une gestion d'émotion, une faute en termes de gestion d'émotion surtout. On parle de qui? On parle de Verchet ou de Verchere, pardon. Ouais, en fait c'est évidemment ça. En fait, oui, je pense qu'il y a en fait je le connais pas personnellement, hein, Matteo Verchet, donc c'est vrai que c'est très compliqué de répondre à ça. Mais d'après ce qu'on sent, c'est que c'est vraiment aller se battre comme ça jusqu'au bout, c'est compliqué. Gérer aussi les émotions, c'est compliqué. Et aussi, en fait, ouais, il y a certainement une espèce, c'est rare en fait, c'est très rare et ça c'est vrai. Les coureurs qui craquent complètement comme ça à l'arrivée, il y a toujours un peu de retenue. Les bus sont pas loin, hein, le bus était vraiment à côté, hein, c'est-à-dire que il y aurait pu avoir un petit mouvement de protection, etc. Et non, en fait, il a vraiment tout laissé à ce moment-là. Et je pense que oui, c'est de la gestion de l'émotion aussi, mais ça veut aussi dire que voilà, il y a encore beaucoup de naturel chez ces coureurs, et on est quand même ravis d'assister à ces types de scènes finalement. Il faut savoir aussi que Matteo Verchet, tout de suite, dans les premiers propos qu'il a tenus après la ligne, avant même que son entourage vienne le rejoindre, il a dit mais j'en ai trop fait. Et effectivement, on l'a vu prendre des relais jusqu'au bout. Moi, tout à l'heure, c'est un peu du cinéma, parce que je l'ai vu 3-4 fois déjà cette arrivée, depuis l'arrivée. Mais on regarde ça plusieurs fois et on se dit, mais c'est pas possible. Faut être un renard, dans le vélo, on dit un ratagas dans le final. C'est-à-dire qu'on reste derrière, on bouge plus. À un moment, on dit, bon, bah les gars, vous avez été champion du monde, vous avez gagné les grandes courses. Moi, je suis tout nouveau, débrouillez-vous maintenant. On est à 2 bornes. Derrière, il y a la poursuite qui revient, avec Van Aert quand même, c'est pas n'importe qui. Lui, il s'est dit, j'avais peut-être fait le plus dur une fois la ligne franchie. Et là, je me vautre, alors que finalement, dans les jambes, je m'incline de très peu de choses par rapport aux deux autres. Donc c'est tout ça finalement qui remonte juste derrière la ligne. Mais justement, pour essayer de comprendre aussi son émotion, est-ce qu'on parle plus d'un coureur qui, aujourd'hui, prend rendez-vous pour la suite, ou plus d'un coureur qui est peut-être passé à côté de la plus belle victoire de sa carrière ? On ne peut pas dire qu'il est passé à côté de la plus belle victoire de sa carrière puisqu'il participe à son premier tour. Donc effectivement, et puis si on veut vraiment tirer du positif de tout ça, on peut se dire aussi qu'il y a parfois des coureurs qui gagnent très tôt sur leur première course, leur premier tour, et puis ensuite derrière qui n'arrivent plus à supporter cette pression qu'on leur met derrière. Lui, il n'a pas gagné et il va avoir le couteau entre les dents. Bon, sur le tour, ça va être difficile maintenant de tenter quelque chose parce qu'il ne reste plus beaucoup d'étapes. Mais je pense quand même qu'avec le tour qu'il a fait, il ne faut pas oublier que l'équipe Total Energy, c'est quand même une équipe de 2e division. Il avait une grosse pression parce qu'ils étaient 4 dans l'échappée. Donc voilà, il y a aussi ça. Et c'est lui, finalement, l'élu, pour se retrouver. Enfin, l'élu, il s'est quand même bien battu pour l'être, pour se retrouver dans le final devant. Bon, ben voilà, non, ses perspectives sont magnifiques. On rappelle aussi que cette équipe, Total Energy, on est en fin de contrat avec le sponsoring. Total Energy n'a toujours pas annoncé s'il re-signe ou pas. À moins qu'il y ait une dépêche qui soit tombée ce soir, je ne crois pas. Ils sont un peu dans l'expectative. Donc voilà, il y a tout ça qui joue. Et lui, il s'est fait remarquer. Je suis sûr que demain, il y a des équipes qui vont venir le chercher. Il faudra peut-être même que Jean-René Bernodeau se batte pour le conserver dans son effectif. Claire Bricogne, à Barcelonnette, Matteo Verchet, coup d'un jour ou effectivement espoir prometteur pour la suite ? Je vais juste vous donner une phrase de Romain Sicard, hein, qui a été interviewé, je vous le disais tout à l'heure, son directeur sportif. Et il a fait une première réponse. Et la réponse s'est terminée par « Je suis sûr qu'il va aller en claquer une dans l'avenir ». Mais vraiment, c'était pas il pourra peut-être refaire ça ou autrement. Non, c'était vraiment « Je suis sûr qu'il va y aller et qu'il va aller en chercher une dans l'avenir ». Verchet, c'est un puncher, hein, que les gens comprennent bien. Un puncher, on est plus dans la catégorie de la spécialité d'un Julien Alaphilippe, par exemple, ou d'un Valentin Madouas, que dans celle d'un pur grimpeur comme Guillaume Martin, qui était lui aussi dans l'échappée aujourd'hui. Tout à l'heure, Claire parlait d'un comparatif qui a été fait avec Voeckler. Il est juste, ce comparatif ? Oui, c'est ça. Il est juste. Thomas Voeckler avait la particularité, comme Julien Alaphilippe aussi parfois, d'être capable de passer en haut d'école.
Et Julien avait des capacités, il a toujours des capacités dans le contre-la-montre. Matteo Verchet, on ne sait pas trop encore où il va se situer, dans quel registre il va vraiment progresser. Mais ça ne sera pas seulement un coureur qui sera contraint de partir à 150 bornes de l'arrivée pour espérer gagner une course. Il a un registre de puncher qui peut lui permettre, dès que les courses sont un petit peu difficiles, et aujourd'hui le problème pour lui, il ne se donne pas d'excuses, nous on lui en donne une, c'est que le final il était quand même vachement facile, je veux dire d'un point de vue topographique, par rapport à tout ce qu'ils avaient passé auparavant. Voilà, donc c'est sûr qu'il ne pouvait même pas espérer faire valoir ses qualités de puncher dans le final pour s'isoler. On le rappelle, cette 18e étape du Tour entre Gap et Barcelonnette a été remportée par Victor Campenaerts. Demain, Patrick, il y a une journée avec les dernières énormes montées de ce Tour. Oui, je ne sais pas si on a le profil, mais demain, en tout cas, on a effectivement... Demain, on va passer la journée au-dessus de 2000 mètres. Enfin, on va remonter et descendre. C'est magnifique demain, puisqu'on a le col de Vars en première difficulté. Vous voyez qu'après 20-22 km, ça va monter tout de suite. Guillès, dernier sprint, j'en profite pour dire que Guermet a probablement conquis définitivement ce maillot vert. Mais demain, en plus, ils n'auront pas à se faire la peau, les sprinteurs, pour faire le dernier sprint qui peut leur rapporter des points. Et puis donc, après le col de Vars, on a effectivement ce monstre qui est tout simplement le col le plus haut d'Europe et que les coureurs vont devoir escalader. La Bonnette reste fond, 2800. Alors moi, je n'ai pas de mes lunettes. Enfin, si, j'ai mes lunettes sur les yeux d'ailleurs, mais je ne vois pas quand même assez. C'est quoi là, 2800 et quelques. Voilà, 2800 et 6,9 de pente moyenne, oui. Alors la pente moyenne, bon, voilà, c'est plus dur. C'est excessivement long, excessivement haut. Et puis derrière, Isola 2000, ça serait presque le plus facile s'il n'intervenait pas après tout ça, quoi. Donc 23 km de montée pour être. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas trop dur, Isola. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec la fatigue, ça fera les mêmes différences que l'on a vues. Et je crois d'ailleurs que, je suis sûr, Pogacar avait comparé la montée d'Isola 2000 qu'il a repérée à la montée du plateau de Bay. Honnêtement, sur le papier, c'est moins dur, il me semble. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais lui, il l'évalue sûrement à l'aune des difficultés qu'il y a à franchir auparavant. Justement, Pogacar, on va l'écouter. Il parle de l'étape de demain. Je pense qu'on doit s'attendre à quelque chose demain. Je pense que demain, c'est l'étape reine, même si ce n'est pas primordial dans la lutte au classement général. Je pense que c'est la meilleure étape à gagner sur ce tour. Patrick, question, tu dis que l'étape de demain s'annonce longue, difficile. On est à quelques jours des Jeux Olympiques. Est-ce que tu penses que dans ce peloton-là, peut-être ceux qui sont un peu plus loin et qui n'ont plus rien à jouer, pensent à cette course et à cette possibilité d'aller attraper une médaille et se disent « je ne vais pas me faire mal, c'est compliqué, il y a une course importante qui arrive ». Non, parce que le circuit des Jeux à Paris, la course des Jeux à Paris qui termine en circuit entre le Champ de Mars et surtout Montmartre, on parlait des punchers tout à l'heure, c'est vraiment un circuit pour punchers. Donc les punchers, demain, au-dessus de 2000 mètres, ils ne seront pas devant. Voilà, ils seront derrière. Il y en a d'autres aussi qui ont sûrement abandonné. Il y en a qui ont abandonné parce que... Je pense à ceux, par exemple, qui veulent faire le chrono. Le chrono, il vient tout de suite la semaine prochaine. Alors, je ne sais plus, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, mais ça vient très vite, il y a moins d'une semaine. Donc, c'est compliqué, effectivement, pour ceux, par exemple, un Vauclin qui fait le chrono pour l'équipe de France. Pour la France, ça va être lui, compliqué. Et il y a le dernier chrono à Nice. Remco Evenepoel est le favori du chrono à Nice. Il est 3e du classement général. Et il a prévu de faire les jeux et de faire le chrono. Donc lui, typiquement, ça le met en délicatesse de faire ses étapes à bloc, de faire le chrono le dernier jour et d'être en forme pour le chrono des Jeux Olympiques. Hormis ce garçon, pour les autres, ça l'est quand même beaucoup moins. Et encore une fois, ils ont aussi la possibilité, puisqu'ils n'ont aucun espoir de gagner cette course, a priori, de se glisser dans le groupe Eto et de faire de l'endurance. Et le chrono, à l'occasion des Jeux Olympiques, ce sera le 27 juillet, pour être précis. Merci. Donc effectivement, ça arrive très vite. C'est samedi prochain, Hugo. Non, moi, j'avais une question en termes de hiérarchie pour Evenepoel, par exemple, qui va essayer de gratter la deuxième place à Vingegaard. Oui. Le chrono et la fin du tour, c'est plus important que les JO ou c'est moins ou en termes de hiérarchie dans le cyclisme, c'est quoi ? Là, tu me poses une colle parce que faudrait lui poser la question directement. Il y a match, c'est-à-dire que c'est pas le chrono de Nice qui est plus prestigieux que le chrono des Jeux, évidemment, mais c'est le classement général, oui, voilà. C'est son premier tour, monter sur le podium. Lui, il a déjà un petit peu, alors langue de bois ou pas, il a quand même dit, l'objectif c'était le podium. Si je suis 3e, je serais quand même très content. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en arrière-pensée, il
Il a sûrement le chrono des Jeux. Moi, franchement, hein, ce garçon m'épate. On n'aurait pas pensé, moi, j'aurais pas pensé en tout cas qu'il serait sur le podium à l'issue de ce tour par rapport à ce qu'il avait montré, notamment sur le Dauphiné. S'il est capable d'aller chercher l'or sur les Jeux, alors là, c'est un exploit, mais monumental. Claire Bricogne, à Barcelonnette, vous vouliez nous parler de Tadej Pogačar et de l'étape de demain. Ouais, je veux faire une petite parenthèse à propos de Remco Evenepoel parce que tout à l'heure en zone mixte on s'est fait une sacrée réflexion. Vous savez, en zone mixte, en fait, je vous l'ai déjà raconté mais je vous le raconte à nouveau, il y a les étages, donc ceux qui produisent, ensuite il y a les radios, ensuite il y a les télés et donc les coureurs qui sont en zone mixte et donc sur le protocole, c'est le cas de Remco Evenepoel depuis très longtemps déjà sur ce Tour de France, doivent passer par tous les échelons. Pogačar ne le fait pas ou quasiment pas, et bien lui Remco Evenepoel il le fait mais tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours il vient répondre à tout le monde et ça se salue quand même parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et tout à l'heure, même pire que ça, il a attendu que Victor Campenaerts, pendant une bonne trentaine de secondes, voire une minute, finisse son interview pour aller répondre encore à quelqu'un. Je le souligne parce que vraiment, c'est pas le cas de tous les coureurs, c'est pas tout le temps le cas. Donc Remco Evenepoel, avec son statut, pourrait ne pas le faire et il le fait. Je voulais juste vous dire que pour demain, on a un peu sondé ce matin les directeurs sportifs. En fait, on a l'impression que les équipes pensent que la Visma a un peu renoncé au classement général parce qu'aujourd'hui et hier, on s'est glissé un peu dans les échappées du côté de cette formation, que donc on cherchait la victoire d'étape et que donc on imagine mal préparer un gros coup également dans les prochains jours parce que finalement c'est ça la clé de demain, ça va être la stratégie de la Visma et la stratégie aussi de Pogačar. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick, tiens d'ailleurs. Merci beaucoup Claire Bricogne de nous avoir fait vivre l'ambiance et de nous avoir donné toutes ces informations, notamment sur le profil des différents coureurs qui ont brillé aujourd'hui. Pour conclure, on avait une question du président, tout simplement. Ouais, non, juste, Patrick, alors ça n'a rien à voir avec tout le reste, mais savoir si la dernière étape est-ce qu'elle reste une étape de prestige ou pas du tout par rapport En tout cas, elle n'a rien à voir avec les dernières étapes du Tour habituelles, puisqu'on sait que ça se termine sur les champs et qu'en gros, il n'y a pas beaucoup d'échappées, hormis quand on arrive sur le circuit final, et c'est un peu un critérium, c'est presque le premier critérium d'après-tour. Parfois, il y a un enjeu pour le maillot vert, mais il n'y a plus d'enjeu pour le classement général. Les dernières fois qu'ils se sont battus pour le classement général, le dernier tour, c'était Zoetemelkino en 79, et bien sûr, lors du contre-la-montre, sur les champs, remporté par Lemon, qui avait permis à Lemon de gagner pour 8 secondes le tour face à Fignon. Là, a priori, on aura évidemment un scénario, en tout cas, les organisateurs avaient le souhait, évidemment, 35 ans après Lemon de Fignon, de revivre ça, puisque c'est donc pas inédit, mais c'est hyper rare de finir par un contre-la-montre, en tout cas sur le Tour de France. Bon, là, les différences sont faites, mais ça ne sera pas une partie de plaisir, ça ne sera pas fait, ça ne sera pas une parade, et il y aura quand même sûrement des enjeux pour des places. On a vu encore aujourd'hui, même un type qui est 11e du classement général se bat pour garder ses chances d'être dans le top 10. Et donc, on va se battre pour toutes ces places dans le top 10. Ça, c'est indéniable entre tous ces coureurs. Et le contre-la-montre final, qui est difficile, qui est vallonné, aura toutes les qualités pour faire de grosses différences.